Jean-Paul, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Il y a de la nouvelle. Oui, c'est pas ça qui manque. ça passe incroyable. Ouais. En passant, pour Bombardier, je sais que vous êtes pas mal informé à ce niveau-là. Il y a des mauvaises langues qui disaient que les acheteurs pourraient être nos gouvernements et que c'est pour ça que c'est vraiment... Non? C'est les Américains qui sont... Les Américains, c'est les investisseurs américains. Je ne sais pas où ils prennent ça. Quand ils disent au surplus que Bombardier est subventionné, Bombardier n'est pas subventionné, il n'y a pas de subvention du gouvernement. Moi, à ma connaissance, il y a des programmes d'aide à l'achat des appareils par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral qui subventionnent donc avec des prêts garantis par le gouvernement canadien les acheteurs d'appareils. C'est payant à bébé tout ça pour le gouvernement parce que le Bombardier paye pour ça. Là. Mais il n'y a personne du gouvernement ou la Caisse des dépôts qui achèterait des actions qui vont être la Caisse des émises. dépôts, il y en a. Bombardier, peut-être même vous le dire. Est-ce qu'ils vont en rajouter fort probablement? Je peux aller vérifier tout de suite là, du côté de la Caisse des dépôts. Si Caisse des dépôts placement, c'est le deuxième plus gros investisseur. Il a actuellement 40,7 millions d'actions. Il détient 3 du capital d'action. C'est le deuxième plus gros actionnaire de Bombardier. Qui vont être intéressés d'en prendre. Certainement qu'ils vont en acheter. Ben, c'est bien correct aussi. Il faut encourager, les produits de chez nous. Ben oui. Voilà. Alors, nous, on va faire notre revue des marchés américains et on va aussi, les earnings, c'est fini, donc jusqu'au prochain trimestre, là, on va se tenir tranquille là-dessus. On a un topo aujourd'hui sur Solar City. Quand le soleil perd de son éclat, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. On va regarder ça sur l'angle, évidemment, toujours de l'investissement actif. Je vous vois sourire. On va avoir du plaisir avec ce topo-là tantôt. C'était tellement beau, ça, cette compagnie-là. Il y a tellement de promesses là-dedans. Mais là, vous vous laisserez aller. T'as beau être vert, mais... vous laisserez aller, M. Gagnon. Non, c'est correct. Mais j'en ai rien contre la compagnie. Moi. Non, je comprends. Non, du tout. Mais c'est les ça. panneaux solaires, j'aime ça. Ouais, moi aussi. Mais bon, il faut voir si tu... Comme les éoliennes, si Wall Street aime ça. À un moment donné, tu voyais partout, on pouvait acheter des éoliennes pour mettre... Mais là, les municipalités ont commencé à réglementer, puis là, ça a tombé sur le dos. Là. C'est un petit peu ça qui se passe. À long terme, c'est sûr, c'est sûr que c'est là pour rester, mais il peut peut-être avoir un petit peu de turbulence, peut-être avoir un peu de nuages au-dessus de nos panneaux solaires sur un bout de temps. Alors, les données économiques, pour commencer, évidemment, vous me corrigez en temps réel si vous avez des chiffres plus à date. Nouvelle construction résidentielle, évidemment, c'est la semaine passée, là. Ça a été décevant, tout est relatif, là. C'est pas une grosse variation, mais quand même. C'est pas la catastrophe, mais c'est quand même une baisse de 2 C'est une baisse, effectivement, vous avez bien raison. À une époque à un moment où on aimerait peut-être plus avoir des hausses. Et les permis, pareil, là aussi. Souvent, c'est pas corrélé, ces trucs-là, là, on baisse, haute monte, mais là, les deux sont en baisse, et voici ce que ça donne sur notre graphique. Toujours, là, on a la moyenne 5 mois, qui est la ligne bleue, puis on a évidemment les résultats, qui sont les bâtonnets gris. On voit que ça stagne, d'ailleurs, un petit peu, là, depuis déjà quelques mois. Donc, est-ce que c'est une pause temporaire ou est-ce que c'est autre chose? Les taux d'intérêt vont sûrement jouer beaucoup là-dedans. L'indice des prix des producteurs, je l'ai laissé en bleu exprès parce que la couleur, je vous réserve ça, jaune ou rouge. On n'est jamais trop sûr avec ça. Vous auriez pu mettre un bon jaune foncé. Un bon jaune foncé. C'est pas bon qu'il n'y ait pas d'inflation dans le pipeline. Je l'ai toujours dit, là, puis je le répète encore une fois, si vous voulez avoir une croissance de votre économie, il faut qu'il y ait au moins un minimum. Puis là, on est en décroissance. Là. Quand tes producteurs... C'est un chiffre négatif, ça. Ça leur coûte moins cher, bien, ils peuvent pas te le vendre. Ils ne peuvent pas augmenter leur prix non plus. Là. Le CPI suit ça, d'ailleurs. Ben non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, donc, un gros jaune, prenez ça en note à la maison, gros jaune orange. Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites, c'est ça. Voilà. Là, je pense qu'on le voit. Tu sais, quand on a une perspective, là, c'est toujours... ça part toujours un peu plus, là. On voit ici que ça chute drastiquement. On a, évidemment, les bâtonnets gris, c'est sans l'énergie et l'alimentation, puis l'autre, c'est ça. Ça fait aussi. 2 fois, là. Ça fait 2 fois en bas de zéro, vous avez bien raison. Donc, c'est rien pour aider la Fed dans son objectif d'atteindre son taux d'inflation en 2,0. Ces nouvelles-là sont toujours à l'encontre de ça. Ouais. Justement, parlant de la Fed, c'était les minutes du FOMC, parce qu'il y a eu le meeting. Là, c'est les minutes qui sont théoriquement, je le répète, une transcription intégrale, mais on dirait que quand Wall Street relit ce qui s'est dit, ils ne comprennent pas toujours pareil. Donc, les Hawks versus les Dovish, sur l'augmentation des taux d'intérêt, le débat se poursuit sur le quand. Il y a le débat, là, quand, mais la patience demeure de mise. Bon, toujours pareil, un petit peu de chaud et de froid. Les Hawks sont impatients, ça, je pense que ça va dans la nature des Hawks. Puis les Dovish, dont Janet fait partie, d'ailleurs, c'est la chef des Dovish. Il y a plus de Dovish que de Hawks. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais. Quand on regarde le vote, il y en avait quand même 5 là, qui étaient
même très, très, très patients, ils ne sont pas pressés, les autres. Là, OK, ça, c'est des ultra dovish. Ouais. Donc, eux autres le sont moins, effectivement. Puis là, ben, dans le fond, les plus grands risques pour le moment demeurent l'économie étrangère. Puis l'inflation qui est basse, évidemment. Plusieurs pensent qu'une augmentation rapide des taux pourrait freiner l'économie. Fait que c'est sûr que c'est rien pour aider Janet d'aller vite. Malgré les faibles coûts de l'énergie, on persiste à croire à l'atteinte de la cible de 2 d'inflation. Hein, ils sont en tout cas là-dessus. 2016. Ouais, en 2016, OK. Il me semble en 2016, bon. En tout cas. Pas cette année. On peut dire qu'ils tiennent le cap. Ils vont y arriver, c'est d'autres choses. Ça. La faible augmentation des salaires reste une préoccupation. Vous l'avez dit à plusieurs reprises ici à l'émission. Pour moi, ils vous écoutent avant le meeting. Ça explique pourquoi les mises en chantier, les maisons neuves, tout ça, c'est plus faible que ce qu'on anticipe tout le temps. C'est une conséquence. C'est une conséquence, ça va directement avec les salaires. Donc, en conclusion, puis regardez, on ne s'est pas parlé avant l'émission, les deviches étaient prédominants, c'est ce que vous mentionniez tantôt. Probablement pas d'augmentation de taux avant la deuxième moitié de l'année de façon très graduelle. La Fed expérimente de nouvelles politiques monétaires en vue de raffermissement futur possible. Je ne suis pas allé trop creux là-dedans, là, mais ils ont l'air, en fait, du laboratoire sur des nouvelles stratégies monétaires pour éventuellement peut-être pallier à toutes sortes d'éventualités. On sait que la Fed est ingénieuse et créative, des fois, là, dans sa façon de faire, là. Donc, il faudra suivre ça de près. Alors, la journée de la Fed, on avait évidemment des nouvelles constructions le matin, avant l'ouverture des marchés. Ça a fait chuter les marchés, un petit peu normal parce que c'était négatif. À 9h30, les marchés sont allés de côté, retenant leur souffle jusqu'à les minutes du FOMC. Quand nous sommes sortis, c'était bien accueilli. Si on se fie à notre graphique, là, parce que la réponse a été d'une demande plus forte que l'offre et les indices ont monté jusqu'à la fin de la journée. Demande de chômage, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Hein, c'était positif, donc ça va bien à ce niveau-là. Puis il y a toujours notre belle pente de ski. Ce qu'on veut pas dans notre portefeuille, mais ce qu'on veut comme graphique sur les demandes de chômage, à la baisse tout le temps. Et demande de chômage, malgré que ça la baisse en pre-market, ça a eu un effet un petit peu négatif. Là. Les marchés ont chumé. On s'est replacé à l'ouverture et on est reparti à la hausse pour finir finalement la journée à un niveau plus élevé que la fermeture de la veille, ce qui est important pour Wall Street. Ça a donné une semaine négative en pointage, 2 pour 1. Mais par contre, une semaine, je pense qu'on a Une semaine qui était positive quand même. On est rendu. On parle de SolarCity à 12h30? Oui. On revient avec Yves Giroux dans un instant. Alors, tel que promis, Jean-Paul est de retour pour nous parler de SolarCity, un titre dont le code en bourse est SCTY. Vous avez bien raison. Un titre qui a de la misère. Oui, bien, vous pourrez peut-être y ajouter de petits éléments. Paradis, une des chansons québécoises très connues. Là. Ah oui? Il y a de la misère en... Oui. Il y a de la misère depuis mars l'année passée. Avant, ça allait bien. Vous avez bien raison. Il se passe quoi? Des nuages à l'horizon, il faut croire. On va regarder ça ensemble, probablement commencer au début. De toute façon, c'est pas tellement vieux, là. Alors, vous l'avez bien dit, c'est SCTY, pour ceux qui veulent aller voir le titre en bourse. Compagnie qui œuvre dans le domaine de l'énergie solaire, on s'en doutait bien. Fondée en 2006, 2006, c'est pas vieux. Et la plus grosse capitalisation boursière, 5,4 milliards du domaine de l'installation des panneaux solaires. Donc, c'est pas un petit joueur, là. Les fondateurs, écoutez, il y a une couple de noms prestigieux là-dedans, dont notre ami Elon Musk. Ah oui. Alors, on a ici les frères Lyndon et Peter. Et Elon est le cousin de ces deux messieurs-là. Puis on sait, pour les gens, tout le monde le connaît, là, mais c'est fondateur de PayPal, Tesla et SpaceX. Donc, en tout cas, je connais la touche Midas, qu'on appelle. Là. Ce qui a touché, ça a pas mal fonctionné. Donc, il est impliqué, évidemment, dans l'entreprise SolarCity. Le fondateur, petit sœur de famille, hein, son garde avec Elon Musk, même coiffeur, en tout cas. Alors, Lyndon Reeve était entrepreneur bien avant de fonder Solar. Il a fondé Everdream, compagnie de services informatiques, en 1998 avec son frère Russell. Puis, ils ont vendu à Dell. Donc, c'est quand même... ils ont un bon track record. Si ça va pas bien, c'est pas nécessairement de leur faute, là, c'est autre chose, hein, mais ils ont un bon track record. Donc, l'idée vient d'Elon Musk. Hein. L'idée est venue de lui, qui, lors d'un voyage avec son cousin, lui aurait suggéré de se lancer dans ce domaine. Évidemment, le cousin n'a pas trop attendu. Il a saisi l'opportunité en venant d'un cousin comme Elon. Et il a démarré l'entreprise en 2006. Elon Musk est très impliqué dans l'entreprise comme actionnaire principal et président du CA. Donc, quand même pas... vraiment impliqué de près. Alors, le PAP, l'IPO, en 2012, 6 ans après son démarrage, SolarCity fait son entrée en bourse sous le symbole, on l'a dit tantôt, SCTY.
Prix initial, 8 en fait, prix IPO, 8 puis le titre a ouvert à 9,25 donc c'est quand même pas mauvais. Là. Déjà, à l'ouverture, il y avait un petit plus-value. Mais ce qui est assez spectaculaire, vous l'avez dit tantôt, ça a bien été durant un bon bout de temps. En 2 ans, il va atteindre un sommet de 88 Ça, c'est 855 d'augmentation. Donc, il y a eu une bonne règle là, dans les premières années. Malheureusement, ce sommet semble être devenu un plafond. Alors, voici le fameux sommet. Voici l'ouverture. C'est pas vieux, on le dit, là. Donc, voici l'ouverture. Évidemment, j'ai mis ça en mois, là, ici, pour qu'on voit plusieurs années d'un seul coup. Alors, on voit ici l'ouverture et on voit le sommet de 88 et 35. Et depuis ce temps-là, c'est en chute libre. Le chaud et le froid. Les derniers résultats démontrent une croissance soutenue, avec 96 000 nouvelles installations pour un total de 190 000. Quand même pas beaucoup en chiffre absolu, mais bon, dans ce domaine-là, je pense que c'est beaucoup. Faut pas oublier qu'ils fabriquent puis qu'ils financent. C'est eux autres qui le financent. Alors, vous allez voir, ils ont une façon assez particulière. Il y a 2 modèles d'affaires là-dedans. C'est ça qui est vraiment en question en ce moment-là. Une augmentation de 51 des revenus, année sur année, donc c'est pas mauvais non plus. Hein? Mais en contrepartie des coûts d'opération, puis là, je sais que vous connaissez bien ça, les coûts d'opération de l'entreprise ont engendré des pertes. Alors, regardez les coûts d'opération, ils ont augmenté de 134 année sur année. C'est énorme, ça. Et ça, c'est dû au marketing, principalement, R&D, beaucoup de recherche et développement là-dedans, puis à des dépenses administratives. Alors, à ce jour, Solar n'a pas encore atteint la rentabilité. Donc, du point de vue fondamental, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Alors, ceci et d'autres facteurs pourraient rendre l'entreprise vulnérable à court terme. Un malheur ne vient jamais seul. D'ailleurs, ces derniers résultats financiers ont été mal accueillis par Wall Street, résultant d'un gap à la baisse de 5 On va voir tantôt sur le graphique. C'est récent, là, il y a une semaine à peu près, je pense. Oui. Alors, bien que Solar soit un leader dans son domaine, la compétition devient plus féroce, avec des pairs tels que SPWR, Sunji VT, Sunrun et surtout, puis ça a paru il n'y a pas longtemps, là, ça a fait la manchette, FSLR, qui a été acquis par qui récemment? Nul autre que Apple. Alors, c'est sûr que si Apple se met dans le soleil, ça va peut-être être un joueur important. Oui, mais peut-être que la compétition féroce, mais je regarde SunPower, là, SPWR, je peux vous dire que... Ça vole pas haut. Ça vole pas haut, ça non plus. Là. Ben, remarquez que c'est un gros, là. C'est 2,5 milliards. L'autre, il vend pour 250 millions. C'est ça. C'est 10 fois plus gros, là. Mais quand ça, même. Mais vous avez raison, c'est ça qui en arrache. Bon, Apple qui se met là-dedans, c'est-tu important pour eux autres? C'est juste avoir un pied à l'étrier au cas où? Ils se préparent pour Tesla. Probablement que c'est ça. Ils veulent faire peut-être des autos, là. Ils commencent à tirer partout. Hein. Oui. Ben, ils sont pleins d'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Pour en envoyer un petit peu par ici. Modèle d'affaires questionné. La récente baisse des coûts d'énergie pourrait aussi être problématique à court terme. Évidemment. Ouais. C'est sûr que tu n'as probablement pas prévu ça dans le modèle d'affaires que le pétrole sera au prix qu'il est aujourd'hui. Les modèles d'affaires sont aussi sérieusement remis en question. Certains modèles consistent à financer, vous l'avez dit, l'usager pour l'achat de l'équipement solaire. Bon. Le modèle du financement doit, en théorie, se payer par des économies d'énergie, en théorie, versus les systèmes conventionnels. D'autres compagnies comme Solar, c'est un peu différent. Ils offrent ce qu'ils appellent, eux autres, des Power Purchasing Agreements, des PPA. On a des PPP ici, là-bas, des PPA, ou des ententes d'achat d'énergie. Alors, dans le fond, ce qu'ils font, ce genre d'entente-là, ils font l'installation des panneaux gratuitement, puis ils chargent le client pour sa consommation d'électricité générée par les panneaux. En théorie, là, tout va bien jusqu'à temps. C'est des concepts qui font bien de l'allure dans la pratique, en théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Là, ce qui a été découvert récemment, c'est que les consommateurs commencent à douter de l'avantage de ces ententes, ce qui s'annonce problématique pour, évidemment, les entreprises qui font ces ententes-là. Dans les derniers mois, le nombre de plaintes à la FTC, qui est l'équivalent de la protection du consommateur ici, Federal Trade Commission, ont augmenté drastiquement pour ce qu'appelle le solar leasing, les fameux contrats qu'on parlait tantôt. Là. La problématique de ces modèles-là, c'est l'engagement à long terme du client. Ça va jusqu'à 30 ans. Puis là, ce qu'ils ont découvert, c'est que ce type d'engagement-là devient problématique quand un client décide de vendre sa propriété. Plusieurs ayant constaté un effet négatif sur sa valeur de revente. Parce que vous avez un contrat, vous voulez vendre votre propriété, l'acheteur dit, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'acheteur, il est 2 mains liées, lui, là, avec le contrat. Là. Exactement. Parce que là-bas, c'est pas... Si je me rappelle bien, là, dans le modèle d'affaires, là, c'est l'adresse qui est liée et non pas le client. Tu sais, fait que... Ouais. T'es pogné avec. T'es pogné avec. Donc, tu sais, ça peut devenir... ça bien pas au début, mais ça devient... On a connu ça dans l'immobilier des années 2008. Ça, vente d'initiés. Dans un autre ordre d'idée, la récente vente significative d'actions a suivi bien ça, là, par les initiés commence à semer l'inquiétude. 2014, c'est une grosse année à ce chapitre, entre autres la vente d'actions par les principaux intéressés des frères
Rive. De façon plus précise, les frères Rive, en 2014, ont vendu pour 1 million d'actions, totalisant 18 millions d'argent. Ça représente quand même 1 je vais voir les outstanding, c'est quand même 1 de l'outstanding. C'est beaucoup. Surtout que ces ventes d'actions d'initiés-là sont très questionnables pour une entreprise qui n'est pas encore profitable, puis avec beaucoup d'obstacles importants à l'horizon. C'est jamais... à un moment donné, les entrepreneurs et les propriétaires peuvent vendre des actions au travers le temps, mais là, le timing n'est pas tellement bon. Elon Musk n'a rien vendu, lui. Alors, lui, je pense qu'il est là un peu plus à long terme. Là. À plus long terme, on pense tous que l'industrie solaire a du potentiel. Je pense que c'est probablement indéniable. Mais à court et moyen terme, là, ça pourrait en être tout autrement. D'ailleurs, l'analyse graphique semble confirmer une possible période difficile. Voici le fameux gap qu'on a eu, là, tout récent, de 5,42 Regardez ici des figures bien connues. Hein? On a un double top qui s'est créé ici en mois. Il y a de ça quelques mois. Et depuis ce temps-là, le titre baisse. On a un niveau important ici de support. Puis on flirte avec. Puis il se dessine un triangle en arrière de ça, descendant. En tout cas, graphiquement parlant, ça va pas trop bien. Puis, écoutez, les derniers points aussi. Mais là, ça, c'est une arme à deux tranchants, ce que je vais montrer là. C'est la situation des ventes à découvert. On est passé de 2 millions d'actions ventes à découvert à 20 millions tout récemment, en l'espace de 2 ans. C'est énorme. Regardez, c'est 35 de la flotte. Ça, je serais inquiet. Effectivement. En fait, comme je dis, c'est une arme à deux tranchants, parce que plus tu as une flotte qui est vendue à découvert, plus à un moment donné, le feu peut pogner là-dedans, puis les vendeurs à découvert, il faut qu'ils se coupent, puis le prix monte. Mais vous avez raison de dire que, du point de vue fondamental, si on peut employer le terme, là, dans le cas présent, là, c'est pas une bonne nouvelle d'être vendu à découvert comme ça. Puis on voit que le prix chute depuis que les ventes à découvert ont augmenté. Donc... ce qui est normal. Oui, effectivement, voilà. Ça veut dire que, regarde, mode vente. C'est en plein ça, en plein ça. Donc, on peut peut-être aller voir ça sur les marchés si... on a un petit peu de temps. Alors voilà, et ça, on est là en jour, et si on le met en temps réel, aujourd'hui, il est à la baisse aussi. Hey, ça valait à 86 il y a un an. Exactement. Le 27 février. Alors, peut-être un bon short. On fait une pause, on répond aux questions. Oui. Ah, vous allez nous aider? Oui. Partez pas, là. Non. Tout de suite. Bon, alors, on est prêt à répondre aux questions. Régent-Paul et Vusereau, première question qui nous vient de Claudine, qui s'intéresse, elle, pour trouver un site où trouver la valeur des fonds négociés en bourse ou encore les fonds communs de placement. Par exemple, elle nous a donné des exemples sur Mower 106, BNS 385 sur les dividendes canadiens de la Banque Scotia. Parfois, on trouve plusieurs fonds qui portent presque le même nom. Il existe des séries D, I qui sont sans frais, ou encore des titres FNB à considérer. Veut prendre sa décision sur une vingtaine de fonds, mais je trouve que c'est beaucoup, ça, 20 fonds. Là. Il me semble que vous allez large, vous ratissez large un peu. Moi, j'ai trouvé Morningstar sur morningstar.ca. Il est en français. Vous pouvez retrouver facilement ce qui est les différentes devises en canadien ou en américain. Vous les avez par ordre alphabétique. Alors, c'est bien facile d'aller chercher ça à l'intérieur de ce site-là, que ce soit ETF, fonds communs, même les titres en tant que tels. Vous n'avez trouvé un autre, je pense. Oui, mais c'est relié à Morningstar, je pense. Oui, de en toute fait, façon. je viens de regarder. Je pense que c'est Reuters à la place. Je ne sais pas si on a l'écran. Peut-être de monter. Mais je sais que dans votre cas, il y a des sites payants, évidemment. Je ne suis pas un spécialiste des fonds mutuels, je le dis tout de suite. Là. Personnellement, je vais plus sur le fonds négocié en bourse traditionnel, là, le Open, là, pas le fonds. Ça, c'est Yahoo Finance, ça? Oui, Yahoo Finance. Puis la personne, ça fait Mutual Fund Center dans Yahoo Finance. Ça va arriver, évidemment, sur... Voyez-vous ici, il parle de... Reuters. Enfin, c'est peut-être Reuters qui alimente ça. Il y en a beaucoup. Parce qu'il m'a confondu tantôt, c'est qu'il y a des ratings par Morningstar. Voyez-vous, il y en a qui sont ratés par Morningstar. Et il y en a, là, on peut les trouver par famille, par catégorie. Bon, c'est peut-être une place, c'est gratuit. Ça, c'est les fonds américains. Oui. Vous avez les fonds communs canadiens. Donc, je vous invite à aller sur morningstar.ca. Il y a même un onglet en français, donc, pour remettre la page en traduction. Puis elle l'a dit elle-même, je me rends compte, c'est plus facile de trouver l'information. Malheureusement, c'est vrai. Il y a beaucoup plus d'informations en anglais qu'en français et c'est encore le cas pour ces sites-là.
On va y aller avec une prochaine question. Sachant, bien informé sur les questions financières, sachant que vous touchez à peu près à tous les sujets avec les impôts qui s'amorcent, n'oubliez pas, il faut avoir notre ami à la fin du mois. Oui, là. c'est vrai, c'est vrai, Hein? c'est vrai. J'aimerais vous faire part d'une réflexion que j'ai faite et consignée sur papier. Notre ami André nous a envoyé toute une étude. Ça doit avoir combien, Yves? 6-7 pages, très facile. Là. C'est quasiment une dizaine de pages. Presque une dizaine de pages. Une étude complète là, sur son portefeuille puis comment il devrait retirer le REER. Est-il si avantageux de contribuer à un REER considérant les économies d'impôts réalisées versus les impôts à payer lors des retraits du fer? Parce qu'effectivement, le fer, il faut vous suivre les règles. Plus vous avancez en âge, plus ça fait comme une espèce de plateau, là. Ça va faire une montagne. Alors, c'est sûr, plus on avance vers 80 ans, plus on est obligé de décaisser. Et par la suite, ça diminue tranquillement, là, jusqu'au moment où il n'y a plus rien dans le pot. C'est le but de l'exercice, dans le fond. D'ailleurs, tu nous as préparé un petit quelque chose là-dessus. On va aller le chercher tout de suite, là, l'avantage du REER. C'est sûr que c'est parce que lui, il a quand même un gros portefeuille, il a plus qu'1 million. Fait que si tu décaisses 85 000 par année, là, à un moment donné, là, tu perds tes avantages, tu perds ton fonds de pension du Canada, il te reste plus rien. Il te reste plus rien de ta riche des rentes. C'est ça dans les considérations, François. Ouais. Oui, il y a les questions de taux d'impôt, l'analyse marginale, mais il y a beaucoup d'éléments. Mais il y a aussi le fait que des fois, il y a certaines prestations qui peuvent être perdues. Surtout, je dirais un élément qui est un peu, à la fois un peu psychologique là, et quand même mathématique, là, c'est la récupération de la pension de sécurité de la vieillesse. Ouais. Cette année, je l'ai pris tantôt en note, là, 71 600 pour l'année 2014. Donc, le revenu fédéral individuel en haut de ça. Donc, évidemment, le monsieur, lui, il est vraiment passé ça. Puis rendu aux alentours de 115 000. Mais là, on a totalement récupéré. Fait qu'en haut de ça... Tu fractionnes, là, il n'a plus... c'est exactement. C'est qu'on sait qu'on peut fractionner, si on veut, avec le revenu de pension. Il y a des règles qui existent là, avec monsieur, madame et tout ça. Puis en plus, une nouvelle mesure, on va sûrement en reparler bientôt. Il y a 50 000 qui peut être fractionné là, dans la famille. Une nouvelle mesure depuis cette année. Mais il reste que, évidemment, le monsieur a quand même un beau problème, que oui, c'est un revenu à 100 qui est imposable accumulé dans le REER. Que le montant soit de 10 000, 100 000 ou 1 million, c'est un taux, un pourcentage, si on veut, qui est déterminé, si on veut, à partir du capital qu'il y a au 1er janvier de l'année, avec l'âge que la personne a. C'est un pourcentage qui est, au fur et à mesure que le temps avance, si on veut, le pourcentage, il gonfle. Puis rendu vers dans les 80 quelques années, c'est à 20 par année. Donc, ce qui fait qu'on force la personne à sortir quasiment tout son capital à un certain moment donné. Il t'apporte des autres un peu. Là. C'est pour ça qu'il peut-être... lui, il arrive à la conclusion là, que c'est pas payant, là, si j'ai bien compris son point de vue. Sauf que dans la majorité des cas, tu vas gagner plus cher quand tu es au travail qu'au moment de ta retraite. Normalement, tu devrais atteindre 70 c'est ça la norme, je pense, 70 de ton revenu net, donc tu gagnes moins cher. En théorie, tu payes moins d'impôts au moment de ta retraite que quand tu es au travail. Donc, ça devrait être payant. En tout cas, on appelle ça de l'impôt reporté, mais l'impôt est moins cher aussi parce que tu gagnes moins. Mais dans son cas, lui, c'était pas vrai. Là. Bien, souvent, c'est ça. Souvent, au travail, si on veut le taux marginal d'imposition, les gens sont dans les 45, peut-être et plus dépendants, là, évidemment. Puis des fois, à la retraite, si on est capable d'étaler sur plusieurs années avec du fractionnement, fait qu'on peut avoir un taux marginal moyen, absolument avec un petit écart favorable. Peut-être dans son cas, c'est pas tout à fait le cas, mais j'ai un petit tableau, François, juste pour de façon théorique, pour montrer un petit peu aux gens, c'est que... Puis le monsieur, entre autres, même, on va revenir peut-être sur certaines données qui sont quand même intéressantes, mais qui sont quand même peut-être plus ou moins prudentes, là, on pourrait voir. Ouais. Bon, c'est un exemple ici, là, très, très, très simple. OK, avec 1 000 quelqu'un qui a 1 000 il se dit, regarde, moi, j'ai le choix, je peux l'investir dans un REER ou je peux l'investir hors REER. Si on l'investit dans un REER, le 1 000 là, ce revenu-là qui est taxable, il vaut juste 500 après impôt. Mettons dans une hypothèse là, de 50 de taux marginal pour faire ça très simple. Fait que dans le fond, le 500 qui reste, je peux l'investir. J'ai pris ici un taux de rendement de 10 qui veut rien dire, là, mais c'est juste pour faire un calcul. Fait que dans le fond, après un an, OK, le type, son 1 000 OK, il a fait son rendement, si on veut 100 Donc, après impôt dans ses poches, il lui reste environ 550 Mais si on compare des pommes avec des pommes, dans le fond, le rendement du 50 sur le 500, qui est la valeur après impôt, qui était le point de départ initial, donc c'est un rendement après impôt qui a fait de 10 Alors que si c'est hors REER, on fait la même situation, mais hors REER, il y a un rendement de 25 sur le 500, donc un rendement après impôt de 5 Donc, ce qui est très important, puis ça, c'est ça, peu importe le taux de rendement, peu importe le taux d'impôt, peu importe la durée dans le temps, le phénomène est le même. C'est-à-dire que le taux de rendement que la personne va faire dans le REER, ça va être le taux de rendement brut qui devient un taux de rendement après impôt. Alors que quand c'est hors REER, bien, le taux de rendement composé se trouve être amputé. Dans le cas de monsieur François, c'est...
C'est un peu très particulier. Tu vas peut-être l'expliquer tantôt, mais il a fait des super rendements dans les dernières années. Là, donc, son 500 000 est rendu à 1 million là, au début 2015. Et ça a donné, moi, j'ai fait, là, j'ai un outil, si on veut faire le rendement. Fait que le rendement moyen qu'il a fait dans les dernières années, en incluant même les retraits là, de fer, là, parce qu'il y a des retraits obligatoires un peu à faire, ça me donnait, peut-être on va le voir, peut-être dans l'autre, je pense que ça donnait 15 si je ne me trompe pas. Peut-être le tableau d'avant. OK. Celle-là? Je pense qu'il y en a un autre avant, François. Non. Ah, 10-5, non, excusez, je ne l'ai pas mis. OK. En tout cas, c'est du 15-16 là, je l'avais pris ici, là, mais c'est vraiment comme un très gros taux de rendement. C'est que le type a tout mis son argent sur le titre de métro, OK, dans son REER. C'est ce qui n'est peut-être pas l'exemple de prudence à faire pour quelqu'un de 70-75 ans, mais il reste que son pari était très bon jusqu'à maintenant. Ça a donné un très gros taux de rendement. C'est juste que je pense qu'il y aurait vraiment peut-être à revoir, à discuter. Là, je comprends que le monsieur gère un peu ses choses, mais je ne veux pas dire que le métro n'est pas bon, c'est pas ça du tout. C'est excellent, mais 90 sur un titre, il faut faire attention un peu avec ça. Là, on n'est pas dans la phase, si on veut, de créer la richesse. On sait, Warren Buffett a déjà dit, pour s'enrichir vraiment, si on veut, les gens qui ont misé, moi j'en connais beaucoup, j'ai des clients qui sont dans l'immobilier, qui ont fait des millions dans les dernières années, qui se sont concentrés, si on veut, ils ont capitalisé. Mais quand tu es rendu à un certain âge et tout ça, bien, l'important, c'est pas de créer le capital, c'est beaucoup plus de le protéger. Fait que ça, c'est quelque chose un peu à revoir peut-être avec monsieur. Bon, effectivement. Et quand on regarde le décaissement, là, regardez, là, le fer, puis là, tu as mis un 5 de rendement, c'est ça? Bien, oui, c'est ça. Pour les prochaines années, j'ai fait 2 hypothèses, comme monsieur suggérait. Là. Un, il anticipait peut-être une possible de 10 Je pense que ça serait pas prudent. C'est possible que, oui, s'il continue à avoir des bons titres, si on veut qu'il continue à avoir un bon rendement, bien, il faut quand même considérer qu'il y a beaucoup de ventes face qui sont dans les marchés un peu actuellement. On est à la 7e année d'un bull market, tout ça. Fait qu'il faut vraiment réduire les attentes. Et les rendements passés, il faut faire bien attention, François, puis ça l'a déjà été dit, mais c'est important de le rappeler. Les rendements passés, si on veut, sur les obligations et surtout sur les actions, ont été gonflés de façon artificielle dans les dernières années avec la baisse séculaire, si on veut, des taux d'intérêt. Ouais. Mais à un moment donné, lorsqu'il n'y en aura plus de baisse de taux d'intérêt, bien, ce gain spéculatif-là, non récurrent, bien, on ne pourra pas le réavoir dans le futur. Fait qu'il faut faire... il y a un peu plus de prudence, un peu à faire attention. Il est impossible de savoir quand que la baisse des taux va se terminer, puis je pense que ça peut nous surprendre, mais il reste que... on ne pourra pas, ces conditions-là passées ne pourront pas se répéter dans le futur. Bon, et il faut faire attention, là, excusez, là, j'ai fait partir l'image, monsieur le réalisateur, vous me pardonnez. Au début, quand c'est le temps de commencer à décaisser, on décaisse beaucoup moins rapidement que par la suite, parce que le gros du décaissement va se faire à partir de 80. Là. Et au début, il y a toujours du rendement. Là, et quand on a du bon rendement comme lui a eu, d'autant plus qu'il y a eu du 10-15 ça continue comme ça, on pourrait aller même plus haut que ça. Et par la suite, bien, vous voyez, là, mais là, il ne décaissera pas jusqu'à 95 comme c'est prévu dans la loi. Là. Il va décaisser jusqu'à 103 ans parce que d'abord, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de sous à l'intérieur de son fer. Là, je suis en train de me demander si ce serait pas mieux d'en prendre une moitié, je sais pas, moi, faudrait aller voir un planificateur financier, je pense que c'est la meilleure chose là, pour vous aider, d'autant plus que vous avez, comme disait Yves, 90 d'actions en métro, là. Non, c'est sûr que c'est probablement le meilleur conseil, c'est s'asseoir avec quelqu'un, puis je pense que notre ami Yves est bien placé pour ça aussi. Puis, bien, c'est pas, je veux dire, je fais pas de conseils, si on veut, en termes de placement, mais j'ai été en charge, si on veut, d'un service de planification financière pendant bien des années, puis dans un contexte, on veut autant par exemple, les stratégies de retrait, comme une personne peut se dire, bien, écoute, je peux faire, comme là, il prend la stratégie de retirer le retrait minimum, mais il pourrait faire quelque chose de différent. Il pourrait retirer l'équivalent du revenu. Il y a une multitude de stratégies un peu qu'il peut faire. Mais il reste que, je pense, la concentration dans un seul titre, c'est une question qui est extrêmement importante. Il était chanceux d'avoir choisi un des meilleurs chevals qui était possible, mais il faut quand même... pas garant de l'avenir non plus. Il faut quand même être prudent un peu avec ça. On va à l'autre question. Donald qui nous écrit j'aimerais avoir une analyse technique de Rio Tinto sur un graphique fabriqué en dollars canadiens. On va demander moi, je l'ai fait sur... je vais vous laisser peut-être l'aspect conversion, moi, parce qu'un graphique, c'est un graphique. Là. Moi, je l'ai fait sur le US. Le titre est dans une grosse figure triangulaire. Là, on est en mois depuis 2009. Donc, on est sur le point de prendre une direction à la hausse ou à la baisse. Si on s'en va sur des horizons un petit peu plus court terme, la façon de parler, là, si on s'en va en semaine, là, ça se complique parce que les lignes jaunes, c'est notre fameuse grosse figure triangulaire, sauf qu'il y en a une à l'intérieur qui, elle, est baissière. Et si on s'en va en jour, même chose. Puis aujourd'hui, on a un gap. Je ne peux pas dire qu'il est
peut-être pas le vent dans les voiles, là, puis il va peut-être frapper une résistance. L'autre question qu'il posait aussi... C'est parce que lui, il voulait avoir une tendance pour jusqu'à juillet 2015 en incluant en devise. La première chose que je vais vous dire, mon cher ami Donald, c'est que prévoir sa devise, là, c'est se mettre sa tête sur le bio, pas à peu près, là. Parce que... Mettons, je sais pas, moi, il arrive une catastrophe au niveau pétrolier, puis le pétrole se met à flamber au cours des 2-3 prochains mois. Vous allez voir le dollar canadien, oups, va se mettre à remonter. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne sera plus bon. Si on le met en dollars canadiens, je sais pas si on peut remettre votre graphique. Oui, là. oui. Ça va juste rechanger un peu plus haut le graphique. C'est ça. La courbe reste exactement la courbe la même. reste la même. S'il pourrait être baissier en US, il va l'être en canadien, ça c'est Êtes-vous certain. baissier, là? Oui. Vous êtes encore actuellement, baissier? Oui. OK. Et parce que l'autre question, c'était, il semble avoir des options là-dessus, selon, il parle de garantie de payer à 37, j'imagine qu'il réfère au prix de levée, là, qui est de 37. Puis Ouais, il y a c'est ça. des actions, 300 actions à 65. Ça, Les actions, c'est un petit peu moins bon. Les options à 37, c'est sûr qu'il y a une de monnaie très deep, là, donc c'est très bon, autant que ça recule pas. Il y a un delta de 1 à ce moment-là, donc à se soucier, là, ça bouge comme le titre. Ouais. Mais s'il est bon, les options, il faudrait peut-être regarder pour se hedger avec des options pour la monnaie. Ah, OK. Bon, ben c'est excellent. Ben, merci. Merci, M. Fox. Merci à vous. On se retrouve demain. Au revoir.